Bon. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette troisième masterclass French Tech Central sur le thème du recrutement et plus spécifiquement sur comment recruter son premier salarié. Donc, je m'appelle Isabelle, je suis référente French Tech Central pour la French Tech Alpes Valence Roman. Un petit rappel peut-être pour ceux et celles pour qui ce serait encore un peu flou. French Tech Central, c'est un programme d'envergure nationale qui vise à rapprocher les acteurs publics des entreprises et permettant à ces dernières de bénéficier de leur expertise et de l'accompagnement des acteurs publics. Aujourd'hui, nous sommes en présence de deux intervenantes. Donc, à ma gauche, elles sont toutes les deux à ma gauche d'ailleurs, Emmanuelle Manas, consultante relations entreprises, et Myriam Léonard, conseillère en recrutement. Voilà, bonjour à tous. Voilà, eh bien écoutez, la parole est à vous. Peut-être un petit mot pour se présenter. Donc, consultante relations entreprises à l'APEC, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je rencontre des entreprises, je me rends dans leurs locaux, j'essaie d'éviter la visio autant que possible pour leur apporter des conseils, voire des accompagnements sur ce qu'on appelle la sécurisation de leur recrutement, sachant qu'à l'APEC, on s'occupe des recrutements de cadres. Voilà. Alors, en ce qui me concerne, moi je suis conseillère. Mon travail se fait par téléphone ou visio. Moi, c'est tout à distance. J'aide les entreprises dans leur recrutement également sur un autre registre complémentaire de celui d'Emmanuel et on aide les cadres, les futurs cadres, les cadres actuels ou passés et les agents de maîtrise. Et je crois que l'émission c'est vraiment destinée aux cadres, au premier recrutement de cadres dans l'entreprise. Et puis peut-être pour préciser, moi j'ai peut-être un rôle un peu plus global, c'est-à-dire que je vais prendre en compte les problématiques générales de l'entreprise et peut-être aborder des aspects de stratégie, là où Myriam, comme elle vient de l'expliquer, a un rôle beaucoup plus opérationnel, mais elle en parlera tout à l'heure. Voilà. Très bien. Donc laquelle commence ? Est-ce qu'on commence par présenter l'APEC peut-être ? C'est une bonne idée. Bon, alors j'ai plus en tête les slides, donc pardonnez-moi, je clique. Voilà, ben voilà, c'est parfait, quelle transition. Donc l'APEC, c'est l'Association pour l'emploi des cadres. Je crois qu'on a fêté nos 50 ans il y a un petit moment, donc on doit approcher des 60 ans. On existe depuis 1966. Ah voilà, super, merci Myriam. Donc c'est une association, on est donc privé, une association loi 1901, paritaire, ça veut dire que dans notre conseil d'administration à Paris, nous avons pour moitié des représentants des syndicats patronaux et pour l'autre moitié des syndicats salariés qui représentent les cadres. On a un modèle économique bien particulier puisque nos prestations et tout ce que nous produisons est financé par les cotisations. Alors, peu de gens le savent, et donc nous, on le répète beaucoup, les cotisations, elles sont obligatoires pour toutes les entreprises qui emploient au moins un cadre dans leur effectif, et elles sont obligatoires pour tous les cadres du secteur privé. Voilà. Donc nous, on sert nos cotisants, et moi, j'aime pas le mot gratuit, parce que rien n'est gratuit, mais en tout cas, toutes nos prestations, elles sont prises en charge par ces cotisations. Donc vous n'aurez jamais à payer une prestation APEC, les salons mis à part. Voilà. Et on vous accompagne, que ce soit les cadres tout au long de leur carrière, mobilité, recherche d'emploi, enfin voilà, on est là tout le temps. Et pareil pour les entreprises. Alors la mission d'intérêt général, c'est quoi? C'est que depuis quelques années, l'État, comment je vais dire ça, s'enquiert, voilà, de la bonne utilisation de la cotisation vis-à-vis de nos cotisants. Il fut un temps où nous avions des prestations payantes, facturées à l'APEC. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc on doit veiller à ce que la cotisation est utilisée à bon escient. Donc en gros, notre mission, elle est de servir le plus grand nombre, et ça vaut pour les cadres et les jeunes diplômés, qu'il ne faut pas oublier, et aussi pour les entreprises. Donc, on rend des comptes, en fait. On rend des comptes, effectivement, sur la bonne utilisation de cette cotisation. Donc Myriam, sa mission, comme vous l'avez compris, est à la fois sur
les particuliers, les cadres, hein, qu'elle conseille, et à la fois sur les entreprises. C'est finalement le seul poste de conseiller en recrutement qui a cette double casquette. Moi, je ne suis que sur le conseil aux entreprises et nous avons des collègues qui s'appellent des consultants en développement professionnel qui accompagnent dans leur bureau ou en visio des cadres et des jeunes diplômés. Donc, je vous raconte tout ça pour vous dire que on aura à cœur de servir de façon la plus juste, c'est-à-dire que les cadres et les jeunes diplômés, on ne fera jamais de conseils trop longs. Hein, on essaiera de faire au plus juste en fonction du besoin du client, on va l'appeler comme ça, ou du cotisant. Et de la même façon, pour les entreprises, on va veiller à servir le plus grand nombre, hein, et de ne pas servir une entreprise plus qu'une autre, hein, en sachant que c'est souvent du sortant, c'est plutôt nous qui appelons les entreprises, enfin il y a des exceptions. Donc voilà, moi j'ai à cœur de servir le plus grand nombre d'entreprises. J'ai oublié de dire que j'intervenais sur Drôme et Ardèche. Et moi ça peut être Savoie, Haute-Savoie, Isère, Drôme, Ardèche. Voilà. La région rayonne sur c'est le plus au niveau... Voilà. Et juste une chose, notre public général, c'est quand même un focus à hauteur à peu près de 80% sur notre activité de TPE-PME. Voilà, les groupes, c'est à peu près 20% voilà. de la population dont on s'occupe. Voilà, c'est là où je voulais en venir. La mission d'intérêt général, elle est fixée par la convention qu'on signe avec l'État et elle nous invite à servir les publics qui auraient le plus besoin de nos prestations. Je ne vais pas rentrer dans le détail côté cadre parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse ce matin, mais côté entreprise, ça sera plus particulièrement les TPE, les startups et les PME, étant entendu qu'elles sont moins staffées en matière de RH et qu'elles auraient peut-être besoin d'un peu plus de conseils et d'accompagnement. Bien, on peut rentrer dans le vif du sujet maintenant. Alors on y va. Oui, alors on démarre sur des chiffres parce qu'on aime bien les chiffres à l'APEC. On est l'observatoire de l'emploi cadre. Donc ça, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Effectivement, il y a le réseau, donc le réseau des consultants développement professionnel, des consultants relations entreprises et des conseillers clients, conseillers en recrutement. Et puis, il y a au siège un département qu'on appelle l'Observatoire, qui produit des études à l'attention des cadres et des entreprises. Elles sont à votre disposition, ces études. Je vous invite à les lire. Vous n'êtes pas obligé de les lire dans leur intégralité. Il y a toujours un petit résumé très pertinent. Et elles sont disponibles sur corporate.apec.fr. Donc là, j'ai un peu de mal à lire mon écran, donc je vais vous le faire de mémoire. Ce qu'on constate là depuis 2022, c'est qu'on a atteint un niveau de recrutement sans précédent, puisqu'on a atteint les 300 000 recrutements de cadres en France. Encore une fois, j'insiste sur le fait qu'à l'APEC, on connaît le marché des cadres, agents de maîtrise assimilés aussi, enfin tous les gens qui cotisent en tant que cadres. Donc c'est notre marché, et alors là, on atteint des records en termes de recrutement. Et les prévisions qui nous sont indiquées par notre panel qui vient de paraître, que je vous invite à consulter également, indiquent que pour 2023, on devrait se maintenir à ces plus de 300 000 recrutements par an. En réalité, on n'est pas vraiment sollicité côté entreprise. Alors en tout cas, moi je parle pour moi, pour mon poste, hein, parce que les entreprises pensent pas toujours à nous, puis elles sont très occupées. Enfin, moi je connais hein, la charge des responsables du recrutement, des responsables RH. Ils n'ont pas toujours le réflexe d'appeler l'APEC parce qu'on est souvent méconnus et qu'on nous associe à Pôle emploi alors qu'on n'a pas la même mission et on n'est pas du tout organisé de la même façon et puis surtout on est beaucoup moins nombreux. J'ai oublié de dire tout à l'heure qu'en tout à l'APEC on est 1000. Donc Pôle emploi je crois que c'est 55 000, enfin je ne sais plus combien ils sont, enfin c'est énorme, ça n'a rien à voir. Donc on n'a pas la même force de frappe. Et si on revient à Drôme-Ardèche, on est 4. Donc il en manque 2 là, ils sont dans leur bureau en train de conseiller des cadres. Donc voilà. Donc côté entreprise, on n'est pas vraiment sollicité, c'est plutôt moi qui vais vers les entreprises. Souvent on part des offres en fait. Si on voit qu'il y a vraiment un déficit en termes de communication, on rappelle l'entreprise ou alors on les rencontre dans des manifestations. En tout cas, je vais répondre d'une façon un peu décalée à votre question. On a à cœur, et ça rentre dans la mission d'intérêt général, ça, de servir des entreprises qui seraient peut-être plus en difficulté pour recruter, compte tenu de leur localisation, justement. Hein, en sachant qu'on ne peut pas être partout, mais on essaye de sortir enfin moi, j'essaye de sortir du bassin valentinois
Et j'essaye de m'appuyer sur des structures qui peuvent nous héberger aussi. Hein. Donc je lance un appel. Voilà, même des entreprises veulent nous accueillir pour organiser des manifestations en local. Moi, je suis preneuse, hein, parce que je suis toute seule pour Drôme-Ardèche. Je crois que l'appel a été entendu. Bon, bah, très bien. Donc c'est vrai qu'on a un focus quand même sur les entreprises valentinoises et le secteur valentinois et Montélimar également. Oui, si vous voulez, c'est les deux gros bassins. Drôme par rapport même à Ardèche, où c'est à la marge les entreprises ardéchoises, malheureusement pour l'instant. Ouais. Mais on a bon espoir. Oui, on essaye, on fait notre maximum pour servir tous nos cotisants. Moi, mon propos, c'est surtout d'insister, enfin de porter à votre connaissance, si vous ne le saviez pas, hein, cette recrudescence des recrutements en cadre, qui en soi est une très très bonne nouvelle, en sachant que par ailleurs, les entreprises nous disent quand on les interroge qu'elles ont de plus en plus de difficultés pour recruter. Donc là, je vois pas, malgré mes lunettes, les taux, mais vous devez les avoir. Sur l'écran. Ouais, je crois de mémoire que c'était 78% hein, en 2022 d'entreprises qui nous indiquaient qu'elles avaient rencontré des difficultés pour recruter leurs cadres. Hein. Alors c'est plus vrai dans les grandes entreprises, si j'ai bonne mémoire, que dans les TPE, PME. Hein. Donc tout ça pour vous dire que il y a une tension sur le marché, mais je pense que ça vous aura pas échappé. Si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends et ça devient alors compliqué. J'aime pas dire ça. En tout cas, les enjeux sont plus les mêmes. Moi, j'ai connu une période où, alors je vais vous le dire comme je le pense, parce que j'ai un peu d'ancienneté à l'APEC. Les recruteurs étaient un peu dans une position de toute puissance, même s'ils n'en étaient pas conscients. En tout cas, nous, on le leur disait. Et on leur expliquait qu'il fallait un petit peu changer, revoir un peu l'équilibre. Alors ils nous entendaient pas toujours. Et quand on accompagnait, parce que moi je l'ai fait aussi, hein, j'accompagnais des cadres, je voyais des cadres qui étaient dans tous leurs états quand il fallait se présenter à un entretien de recrutement, parce qu'il y avait quelque chose dans l'inconscient collectif qui supposait que il y avait un décideur qui était le recruteur, et puis comme de la matière première qui était, pardon pour l'expression, mais qui étaient les candidats, et puis le recruteur piochait et décidait. Donc ce rapport a bien changé. Ah oui, il s'est inversé, oui, carrément. Inversé. Ah oui, complètement. Et alors, ça n'a aucun risque de choquer, c'est presque une bonne nouvelle. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on revienne à un équilibre, mais en tout cas, c'est l'occasion pour nous d'être mieux entendus sur le discours que nous avons toujours tenu, qui est que un processus de recrutement, c'est une relation de négociation, c'est une relation d'affaires. On va faire affaire, on va signer un contrat, et puis on va avoir une aventure commune. Donc le minimum, donc je rentre un peu dans le sujet là, c'est quand on rentre dans un process de recrutement, de soigner l'expérience candidat. On y reviendra, mais en tout cas de se positionner plus d'égal à égal. Hein. Alors il y a des situations, j'en ai parlé pas plus tard que vendredi dernier avec une entreprise, où selon les secteurs d'activité, le rapport d'égal à égal, il n'est pas du tout vrai, il s'est même inversé, et où on a des candidats qui vous lâchent au bout d'un mois, etc. Donc ça, c'est bien de... On va en parler tout à l'heure. Voilà, alors l'augmentation des recrutements, elle est générale, donc je vous ai juste mis cette petite slide pour vous montrer que c'est partout en France, et qu'il y a des régions dans lesquelles c'est plus important que d'autres. Je n'arrive pas à voir le PowerPoint, mais je crois que on est à plus 15%. Voilà, merci. En Auvergne-Rhône-Alpes, ça se porte très bien. Voilà. Le marché se porte très bien en Auvergne-Rhône-Alpes. Il se porte très bien, mais ça veut dire qu'il peut y avoir de la concurrence aussi hein, en matière de recrutement. Donc ça, c'est pour poser le cadre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est sur un marché tendu, eh bien, on a un ralentissement des process de recrutement avec un passage de 9 à 12 semaines pour le recrutement de cadres. Ouais. Ça, c'est sur l'année 2022. Voilà. Je suis très bavarde, donc merci à Myriam de m'interrompre de temps en temps. Madame Isabelle. Mais je vous laisse poursuivre. C'est peut-être, je pense, maintenant que le cadre a été posé. Est-ce que Myriam, tu peux... Logiquement, dans la prestation, je vais intervenir à la fin pour entrer dans le côté pratique de l'accompagnement qu'on vous propose à l'APEC au niveau des offres d'emploi, au niveau du parcours. Voilà. Au départ, on a opté pour que ce soit Emmanuel qui vous explique son rôle et le rôle à l'APEC d'une façon générale.
et après le focus. Disons que c'est un peu le système de l'entonnoir auquel on a pensé. C'est vrai, c'est ça. Avec des petites interventions de ma part de temps en temps. Tu interviens quand tu veux, surtout que j'arrive pas à lire les slides, donc ça va être très précieux. Alors, prendre en compte les grandes aspirations des cadres. Donc, quand je vous parle de l'observatoire, l'observatoire, il interroge aussi les cadres et les jeunes diplômés. J'insiste sur les jeunes diplômés parce qu'on en parle souvent, on oublie d'en parler. Alors, les jeunes diplômés, ce sont les personnes qui sortent de l'enseignement initial, et qui ont au minimum un bac plus 3. Donc en fait, oui, quelles sont les questions que doit se poser le recruteur? Ouais. Un petit peu donc, les réponses qu'on va... Et voilà, en fait, dans ce contexte-là, de marché particulièrement tendu, les recruteurs doivent d'autant plus, ils doivent toujours le faire, mais d'autant plus s'enquérir des attentes de leurs futurs candidats. Donc, ils doivent aussi adapter leur discours sans se renier. Ça, c'est important. Quand on parle de marque employeur, il faut dire qui on est. Mais justement, bien recruter, c'est s'occuper et réfléchir au point de rencontre entre qui on est en tant qu'entreprise, ce qu'on a à proposer, la promesse employeur, la promesse candidat, pardon, et puis quelles sont les attentes des candidats. Il n'y a pas de raison que nous répétions en permanence aux candidats, cadres et jeunes diplômés qu'ils doivent s'enquérir du marché de l'emploi. Et il n'y a pas de raison que les recruteurs ne s'enquirent pas du marché de l'emploi. Et le marché, c'est un marché et il est tendu en ce moment. Donc, le rôle des entreprises, c'est de s'enquérir de ce qu'attendent les candidats aujourd'hui. Et nous, quand on fait des enquêtes auprès de ces candidats, donc j'étais partie sur les jeunes diplômés, mais bon... Ça ne concerne pas que les jeunes diplômés. Les attentes, elles sont du côté de l'autonomie. Les gens veulent de plus en plus d'autonomie, de responsabilité, de reconnaissance et d'évolution professionnelle au fil du parcours. Donc ça, c'est souvent un dilemme pour les TPE et les startups parce que comment parler d'évolution quand on est tout petit, mais ça peut se réfléchir et nous, on est là pour vous apporter... on n'apporte pas des solutions, non, c'est pas vrai. Mais on va vous aider à... On n'a pas des solutions clés en main, mais on va peut-être vous aider à réfléchir ce que vous pourriez proposer parce que vous n'êtes peut-être pas conscient. Justement, du côté de l'autonomie, les petites entreprises, elles ont beaucoup de choses à proposer de ce côté-là. Le sentiment d'utilité, la quête de sens, oui, ça c'est largement partagé. L'évolution de la rémunération, c'est de plus en plus vrai, on le constate avec la crise qu'on traverse et les problèmes concernant l'inflation. La qualité de vie au travail, et au-delà du télétravail, qui est vraiment très important pour les cadres, quand ça n'est pas possible en fonction de l'activité, parfois dans l'industrie, c'est pas toujours possible, sur des postes de responsable de la production, par exemple, c'est difficile de gérer les équipes à distance. Ce qu'il faut, c'est réfléchir à qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer en termes de flexibilité pour que la nouvelle recrue puisse équilibrer son temps personnel et son temps professionnel. Quelqu'un qui est bien dans sa vie, qui est pas stressé par le fait de devoir rester tant d'heures au travail alors qu'elle a autre chose à gérer chez elle, ça fait un salarié heureux qui va donner le maximum et vous vous y retrouverez. Oui, Myriam. Pardon. Depuis le Covid, il est vrai que les tendances se sont largement inversées. Aujourd'hui, on a remarqué, notamment c'est dans nos études aussi, qu'il y a 3 piliers importants qui vont faire bouger les cadres. L'équilibre vie pro-vie perso, c'est valable pour tout secteur d'activité, et tout type les employés, les serveurs, etc. L'équilibre vie pro-vie perso, le télétravail, et ce qui va faire bouger aussi les gens, c'est la rémunération. Voilà, c'est les trois pans qui aujourd'hui sensibilisent les cadres et les missions, évidemment. Je n'ai pas de données précises sur le sujet, mais compte tenu de ce que j'observe moi sur le terrain, je ne sais pas ce que tu en penseras, Myriam, mais moi je sens que la rémunération devient un enjeu quand même. Alors après, ça va dépendre des secteurs. Ça dépend des secteurs. Dans l'atelier que j'animais vendredi, j'avais une dame qui travaille dans le secteur de l'ingénierie. Voilà, c'est traditionnellement des métiers sur lesquels il y a toujours eu une tension. Oui, ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Mais il y a des métiers qui, depuis plusieurs années,
tire vers le haut les recrutements de cadres. Oui, j'ai oublié de le dire ça, parce que c'est tellement évident pour nous. Hein, c'est les métiers de l'informatique, au sens large, et les métiers de l'ingénierie. Puis derrière, on avait généralement les commerciaux. Ben voilà, on est raccord, vous voyez, on l'avait pas préparé, donc on connaît bien notre sujet. Donc voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle les poids lourds chez nous, hein, vraiment ceux qui ont toujours tiré le recrutement des cadres, puisque on est sur de la matière grise. Ben voilà, on recrute ces compétences-là, donc c'est des cadres. Alors, et le salaire, c'est vrai, depuis le Covid, a une tendance à la hausse. Voilà, donc dans ces secteurs en poste, et un des piliers, c'est le salaire aussi, qui vont les faire bouger. Voilà, aujourd'hui. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que c'est un marché. Voilà. Et dans la mesure où, sur les postes informaticien, ça ne veut plus dire grand-chose, mais enfin, voilà, le numérique digital et tout ça, et sur les postes d'ingénierie, les candidats sont en position de force. On est aussi dans une période d'incertitude, donc il faut aussi comprendre les candidats. Ils ont besoin aussi de se rassurer, etc. Il y a le problème de l'inflation, etc. Il peut y avoir dans certains secteurs une augmentation des exigences des candidats qui peut être parfois et nous avons, exagérée presque. Dans nos études, nous avons notamment les 43 fonctions cadres où vous avez les fourchettes de salaire qui sont proposées. Vous avez aussi le simulateur de salaire cadre sur apec.fr où là, vous rentrez les données comme si vous étiez un cadre, hein, avec responsabilité, etc. Et de nos études, du marché de l'emploi, extrait des offres d'emploi, de la CVTech, donc les gens qui mettent leur profil avec leur souhait de salaire. Vous avez fourchette haute, médiane, fourchette basse pour vous donner un ordre d'idée. Et enfin, c'est également aussi sur nos fiches métiers cadres. Voilà, vous avez en principe sur chacune des fiches la fourchette de salaire proposée pour tel ou tel type de métier. C'est vrai qu'on n'avait pas pensé rentrer dans ce niveau de détail-là, mais Myriam fait bien de le rappeler. Vous avez sur apec.fr des outils qui sont tout à fait accessibles multitude d'infos. Voilà, en autoconsommation, marché de l'emploi. Voilà, on peut vous aider, mais vous avez beaucoup d'informations sur notre site. Le dernier point, c'est l'appartenance à un collectif de travail. Donc ça peut être paradoxal, ça peut être perçu comme quelque chose de paradoxal avec les attentes concernant le télétravail, mais ça l'est pas en réalité. C'est-à-dire que ce qu'attendent les cadres, c'est un équilibre vie perso, vie pro, donc cette flexibilité horaire et une appétence particulière pour le télétravail, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont désengagés du collectif. Hein. On l'a vraiment vu après le Covid, il y a plein d'entreprises qui se sont organisées, l'APEC d'ailleurs, nous en tant que salariés, on a vu les choses bouger en termes de management hybride, hein, où on est allé moins du côté du télétravail absolu avec des actions pour développer la cohésion d'équipe, etc. C'est très important. Il faut me couper parce que je suis très bavarde. Ça, justement, je pense que ça a tendance à souder justement le télétravail, à souder les équipes davantage. Ça, le collectif de travail. Oui. Non, il y a la petite marge de risque avec le télétravail pour certains salariés qui vont s'éloigner et qui du coup n'optent pas pour le télétravail préférentiellement, mais pour la présence, ça dépend des postes en fait. Mais ce qu'ils veulent surtout, que ce soit en télétravail ou pas, ce qui est surtout demandé, c'est donner du sens à son poste, à sa mission dans l'entreprise. Voilà, le cadre a besoin de sens. Oui, et en tout cas, le message qu'on veut porter là, c'est que en tant qu'employeur, vous devez porter une attention particulière à ce collectif quand vous mettez en place du télétravail, et même quand vous n'en mettez pas d'ailleurs. Hein. C'est important de soigner ça. Je connais une entreprise qui est en full remote, comme on dit en français maintenant, c'est-à-dire qui recrute que parce que c'est une ESN, une entreprise de services numériques, elle ne recrute que en télétravail 100%, donc tous les développeurs, etc., ils sont partout en France, je crois, et je la connais bien, je l'ai fait témoigner sur différents événements. Ils ont justement soigné particulièrement les temps collectifs, ils organisent des événements, ils en parlent, ils communiquent dessus sur les réseaux sociaux, et ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est concret, et ils arrivent à créer un esprit d'équipe, à développer le sentiment d'appartenance alors que l'ensemble de leurs salariés sont en télétravail à 100%. Alors je vais avancer, je vais vous dérouler toutes les étapes. En fait, on vous a fait un petit récap des étapes fondamentales du recrutement, l'analyse du besoin,
la communication, la présélection, l'évaluation, la décision, l'intégration. Ce qui apparaît dans des étoiles, c'est ce que j'ai considéré moi comme étant, je pense que ce serait partagé par mes collègues de l'APEC, comme des étapes vraiment sur lesquelles vous allez devoir porter une attention particulière, parce qu'elles sont fondamentales et parce que nous constatons, nous, dans notre pratique, que souvent les entreprises les négligent. L'analyse du besoin, la prise de brief, comme on dit en français toujours, c'est-à-dire cette étape au cours de laquelle la personne en charge du recrutement, donc quand vous êtes tout seul, c'est vous, vous devez vous interroger sur votre besoin. Quand c'est une entreprise un peu plus importante, ça va être le responsable ou le chargé de recrutement ou le responsable RH, parfois le DAF, qui va aller interroger les opérationnels. C'est ce qu'on appelle la prise de brief. Vous pourrez passer toutes les annonces que vous voulez, communiquer autant que vous voulez. Si vous ne savez pas véritablement ce que vous cherchez, c'est-à-dire si vous croyez le savoir mais que vous ne l'avez pas vraiment réfléchi, vous ne trouverez pas. Parce que pour trouver, il faut savoir ce qu'on cherche. Et parfois, on se trompe. On fait des copier-coller. On est un peu assez doué pour ça en France. On aime bien les diplômes, donc on ne réfléchit pas. On va dire, bon, je veux un bac+5 puisque c'est un cadre. Oui, mais quand on questionne, nous, nos recruteurs, et qu'on leur demande, mais pourquoi un bac+5 ? On a souvent la réponse de, parce qu'on a toujours fait comme ça. Donc, je vous prends cet exemple-là, mais il peut valoir sur d'autres critères. Je ne vais pas vous parler de l'âge parce que c'est interdit de recruter sur l'âge, mais vous comprendrez ce que je veux dire. En tout cas, c'est intéressant et vraiment fondamental que vous interrogiez en profondeur sur les compétences dont vous avez besoin. Et c'est une compétence que de savoir décrire les compétences. Et c'est peut-être pas la vôtre. Et c'est là où nous, on peut intervenir. Voilà. Le process de recrutement est très, très important. Voilà. Très structuré, entretien structuré. Plus c'est structuré, moins vous aurez des chances que la période de décision et notamment d'intégration, fidélisation soit mise en danger. Oui. Essayer de professionnaliser les choses. Donc on est là pour vous aider. La communication, je l'ai mis dans une étoile aussi, parce qu'une fois qu'on sait bien ce qu'on veut, je vous parle de compétences, mais ce qui est important, c'est que vous réfléchissiez aussi aux motivations dont vous avez besoin. Il faut réfléchir à ça. Moi, j'aime bien parler de persona. Enfin bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais que vous ayez réfléchi en amont sur quelles seraient les typologies de candidats sous l'angle de la motivation. Qu'est-ce qui pourrait les faire bouger? Qu'est-ce qui pourrait leur donner envie de venir chez vous compte tenu de qui vous êtes? Donc, dans l'analyse du besoin, il doit y avoir aussi la prise en compte de vos propres atouts. Ça demande souvent une prise de recul parce que on est toujours le plus mal placé pour savoir qui on est. Donc, c'est là où nous, on peut vous aider. On peut vous aider juste en vous posant des questions. Et souvent, ça vient très vite. Vous allez nous donner des réponses et nous, par effet miroir, on va vous dire, voilà, vous les avez, vos atouts. Communiquez dessus. Donc, la marque employeur. Donc, la marque employeur. Voilà. Et la communication, ça passe effectivement essentiellement en matière de recrutement par les annonces, mais ça va être plus global que ça. Et nous, on intervient sur la question. Alors, la marque employeur, moi, je fais attention avec ce terme parce qu'on ne va pas se réinventer à l'APEC. Nous, notre métier, c'est le recrutement, c'est la gestion des ressources humaines en général. Et on n'est pas des spécialistes de la communication ou du marketing. Néanmoins, je suis bien placée pour le savoir puisque j'avais quitté ce métier pendant quelques années, j'y reviens 6 ans ou 7 ans après. Je vois bien que le métier du recrutement, il a considérablement évolué. Et j'ai tendance à dire, je fais un peu de provocation quand j'anime des ateliers, en disant vous ne faites plus un métier de RH, vous faites un métier de marketeur et de communicant. Donc nous-mêmes à l'APEC, on s'est mis en ordre de bataille et on vous a concocté des prestations pour vous faire réfléchir, sinon à votre marque employeur, en tout cas à votre visibilité. Comment vous allez être vu par et quelles sont leurs attentes du candidat. Voilà. Dans leur communication, les recruteurs, on s'est rendu compte maintenant qu'il est important qu'ils aient ce qu'ils veulent comme profil et ce qu'ils ne veulent pas. Et dans leur communication, notamment de mission, de profil, parce qu'il y a les 3 pans, mission, profil et présentation de l'entreprise dans les offres APEC, il est important même si c'est un peu dur, mais d'être au clair avec l'élimination, si on puisse permettre, de certains candidats et l'attirance que vous allez apporter à d'autres, de façon à être au maximum ciblé.
On a des ateliers aussi, des web ateliers sur apec.fr, sur votre espace recruteur, dont un, voilà, sur la marque employeur. Ouais, voilà, tout à fait. Mais on est un peu en avance de phase, on parlera des services après. Voilà, ouais. La présentation des 6 étapes. Ouais. Non, mais c'est ça, bien, mais ça c'est la passion. Il y a peut-être des questions d'ailleurs, petite interruption. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à non. Voilà, donc cette étape de communication, évidemment, je pense essentiellement à la rédaction de l'offre, mais ce n'est pas que ça. Sur la rédaction de l'offre, Myriam peut vous aider, on y reviendra tout à l'heure. La présélection, c'est tout simplement, c'est plus facile à dire qu'à faire, l'étape au cours de laquelle vous allez faire finalement 2 tas sur votre bureau. Enfin, ça, je suis de l'ancienne école, moi je vois les CV en version papier. Enfin, vous m'aurez compris, voilà, les candidats que vous ne retenez pas, il y en a peut-être 3, parce que ceux sur lesquels vous hésitez, et puis ceux que vous allez retenir. Quand vous avez cet embarras du choix. Mais c'est ça l'étape de présélection, c'est la présélection sur papier, entre guillemets, qui peut intégrer l'entretien de qualification téléphonique, qui n'est pas un entretien de recrutement, mais qui est un complément à la présélection sur papier, qui va venir poser des questions sur est-ce que le candidat a bien compris où était localisé le poste, qui n'est pas de malentendu, en termes de mobilité géographique, qu'on est bien dans les clous en matière de rémunération, enfin voilà, dans la grande fourchette, on est bien dans les clous. Ça, c'est le travail de Myriam. Alors, ça fait partie des prestations que l'on propose, mais c'est vrai que, comme dit Emmanuel, d'une façon générale, dans un management et un recrutement en entreprise, la phase téléphonique est de plus en plus un véritable entretien en tant que tel. Oui. Donc, comme tu dis, téléphonique ou visio, en fonction de la localisation dans laquelle est basé le cadre, mais en tant que tel, c'est devenu vraiment, voilà, voilà, avant la série d'entretiens. Ouais. Ce qu'on appelle l'évaluation, ça c'est le temps où vous allez rencontrer votre candidat. Alors alors là, je parle vraiment de l'entretien d'évaluation où vous allez compléter votre perception des compétences et des motivations de votre candidat, au-delà de ce qu'il a pu vous dire à l'écrit ou lors de la qualification téléphonique, en rentrant vraiment dans le détail. Ça se structure, comme le disait Myriam tout à l'heure. On a des choses sur le sujet aussi, on peut vous aider sur votre professionnalisation en matière de conduite d'entretien, notamment. La décision, alors ça, on n'y pense pas toujours, mais c'est une étape en soi aussi. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le changement de posture qui est absolument nécessaire, crise ou pas crise. Je veux dire, il faut vraiment avoir en tête que vous êtes 2 décisionnaires, on fait affaire. Donc on va signer un contrat, il y a 2 parties, et c'est pas parce que vous avez décidé de retenir ce candidat, ou cette candidate, il y a toujours des HF à la fin de mes phrases, que ce candidat est partant. Je l'ai dit tout à l'heure, ils sont très sollicités, il a peut-être d'autres pistes, il a peut-être perçu au moment de l'entretien des choses qui lui avaient échappé sur sa présélection à lui ou à elle sur papier, c'est-à-dire quand il a lu votre annonce, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Quand il vient en entretien, il vient aussi pour vous poser des questions, donc il est important que vous lui laissiez le temps de poser ces questions. Il va percevoir des choses, parce que quand on vient dans une entreprise, on perçoit des choses, il va vous rencontrer. Vous allez peut-être lui faire rencontrer aussi l'opérationnel avec qui il va travailler, son futur manager. Et puis peut-être que ça ne lui conviendra pas, que ça ne correspondra pas à ce qu'il s'était imaginé. Donc l'étape de décision, c'est l'étape au cours de laquelle vous allez faire une proposition. Déjà, vous allez annoncer que vous l'avez retenu, mais ça ne veut pas dire que vous le recrutez. Ça, c'est important. Vous allez lui faire une proposition. Dans cette proposition, il y a évidemment la proposition salariale, et plus globale en termes de rémunération, parce qu'il n'y a pas que le salaire dans la rémunération. Et c'est là où on entame la phase de négociation. C'est très important, ça. Et c'est là où souvent, je fais une association, là. Je reviens sur l'étape de communication. Il est fondamental, quand vous communiquez sur, Myriam va vous le redire, quand vous communiquez sur une annonce d'emploi, de communiquer sur, au moins, donner une indication sur la fourchette de salaire. C'est fondamental, il faut absolument le faire. Myriam vous le réexpliquera. Et souvent, les recruteurs refusent de le faire parce qu'ils confondent cette étape où on donne une indication pour donner à voir la réalité du poste. Et quand on cherche un emploi pour gagner sa vie, c'est pas du bénévolat, donc on a besoin de cette indication. Et les recruteurs souvent confondent cette étape de communication avec l'étape de décision, où là on va négocier. Gagnant-gagnant. Voilà, gagnant-gagnant. Aujourd'hui, c'est ça. C'est pas la même étape.
Et puis, l'intégration, je ne sais pas pourquoi je dis mes slides, parce que je le connais par cœur. Oui, l'intégration. Alors ça, c'est très important aussi. Je l'ai mis dans une étoile parce que, imaginons que la phase de décision soit concluante pour les deux parties, on signe le contrat, on démarre, le recrutement n'est pas terminé. Hein. Un recrutement réussi, c'est une période d'essai concluante, c'est-à-dire que le candidat, la nouvelle recrue, est bien dans son poste, a l'intention d'y rester, et vous êtes satisfait des prestations de votre nouvelle recrue. Donc, ça se prépare, ça s'organise et ça se suit. Et là, on a aussi des choses à vous dire sur le sujet. Parce qu'il y a des déperditions de candidats. Ils ont signé leur contrat et ils partent. Ouais. Ils ont commencé une semaine d'intégration et ils partent. Ouais. D'où l'importance au long cours de ne jamais rompre le contact avec la personne qui est pressentie au poste. Des petits contacts téléphoniques, des petites rencontres, ça peut paraître tout bête, mais c'est important pour fidéliser le futur candidat, enfin le candidat, futur recruté, de la même manière que faire, c'est tout bête, hein, mais faire visiter les locaux, l'imprégner des autres collaborateurs, fédérer en fait. Ça, c'est vraiment important. Ouais. Voilà. Ouais. Ne serait-ce qu'au cours de ces entretiens de suivi pour lever des lièvres, lever des malentendus et réajuster. Voilà, très important. En principe, toute la période d'intégration, de mémoire, hein, et d'accompagnement au poste, par exemple pour un poste de commercial, l'accompagnement aux produits, etc., c'est sur le site. C'est une formation d'une semaine à la maison mère, aux produits, enfin voilà, il y a différentes formules, mais c'est sur le site. Le télétravail, je l'ai eu encore la semaine dernière, n'a été proposé dans l'entreprise qu'au bout de 6 mois. Mais pas d'emblée en fait, pour qu'il y ait une intégration, hein, à proprement parler. En tout cas, ça s'organise à l'avance et il faut prévoir effectivement un parcours d'intégration. Ah oui, il ne faut pas l'imaginer au dernier moment. On peut vous accompagner là-dessus. Et ce parcours, même, alors d'autant plus à la limite si ensuite le poste sera en télétravail, il doit s'organiser en présentiel. Ah oui, je suis entièrement d'accord avec toi, Myriam. C'est que comment voulez-vous qu'une nouvelle recrue s'imprègne de la culture de l'entreprise en étant toute seule derrière son écran? Non, non. L'intégration, vous devez la faire enfin, vous devez l'organiser avec des temps de rencontre avec les collaborateurs. Ah non, c'est vraiment très important. C'était la diapo d'avant où tu parlais du collectif de travail. Exactement, exactement. Ouais, et l'importance de tout ça, c'est dès l'analyse du besoin, dès le début de votre process de recrutement, tout doit être calibré. Oui. Jusqu'à la période d'intégration. Oui, c'est pas au dernier moment. Oui, hein, c'est juste. Il faut tout. Donc il y a une certaine rigueur en fait. Hein. Ah oui, exactement. C'est un métier, le recrutement, et ça fait partie de. C'est notre métier. Bah, c'est notre métier, et ce qui serait bien. Alors c'est difficile quand on. Je comprends, hein, quand on s'adresse à des entreprises, des startups où les gens sont seuls. Hein, donc là, c'est souvent la quadrature du cercle parce que la personne, elle doit tout gérer. Et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment vous faire accompagner. Hein. Alors ça peut être avec l'APEC, nos services sont préfinancés, et puis ça peut être avec d'autres structures, ça peut être des cabinets de recrutement. Voilà, il y a plein de gens qui peuvent vous accompagner. Il ne faut pas rester seul. Voilà. Ben, ça fait la transition avec la diapo suivante sur nos prestations. Bon, il n'est peut-être pas forcément très lisible, mon schéma. Retenez qu'il y a deux choses à l'APEC. Il y a le job board, toujours en français dans le texte, donc le site dédié à l'emploi. Parfois, certaines personnes nous associent à ce job board, mais je peux les comprendre parce que ça peut créer de la confusion. Je ne vais pas les citer, mais vous les connaissez. Il y a d'autres job boards qui existent et qui n'ont pas par ailleurs ces services de conseil. Nous ne sommes pas qu'un job board. Nous existons depuis 1966, tu as dit tout à l'heure. Pas d'internet et l'APEC existait très bien et jouait bien son rôle. Donc il se trouve qu'on s'est adapté à notre temps et qu'on est plutôt même souvent sur la prospective et que depuis longtemps on a un job board que vous pouvez utiliser sans problème. Il faut vous créer un compte et vous pourrez accéder à tous les profils en ligne sur apec.fr pour sourcer, comme on dit, vos candidats et diffuser des annonces. Il y a les événements de mise en relation. J'ai parlé des salons tout à l'heure qui sont payants, mais il peut y avoir des événements locaux qu'on peut organiser. Ça, il faut on peut en parler tout à fait. Myriam a évoqué tout à l'heure les ateliers et on fait de plus en plus de web ateliers parce que tout le monde manque de temps. Donc c'est plus réduit et ça permet d'avoir quand même un collectif dans lequel vous allez pouvoir partager vos difficultés, aller recueillir des bonnes pratiques. Moi, c'est ça qui me paraît intéressant. Demain, j'anime un atelier sur les réseaux sociaux et comment sourcer sur les réseaux sociaux.
Malheureusement, je manque de temps et j'ai pas tout le temps de faire de la veille sur les réseaux sociaux. Je suis pas une spécialiste des réseaux sociaux. Ce que je vais faire demain, c'est que je vais donner un certain nombre de jalons, de choses auxquelles penser. Je vais m'adapter surtout à mon auditoire, selon la pratique, et je vais favoriser les échanges et faire en sorte que les solutions viennent du groupe aussi. Donc, participer à nos ateliers, c'est voilà, sortir de l'isolement, comme on le disait tout à l'heure. C'est entre 2 et 3 heures. Oui. Moi, je l'ai fait. Alors, en visio, c'est en visio, c'est 1h30, 2 heures, pas plus. Voilà. Et en présentiel, c'est un peu plus long. Un peu plus long, pardon. Les études, on en a parlé, l'observatoire, le rendez-vous avec la consultante. Donc, moi, je peux venir vous rencontrer. Il est possible que si je détecte un besoin qui concerne les services dont va vous parler Myriam juste en suivant, je vous oriente vers Myriam ou un autre conseiller en recrutement. Mais vous pouvez aussi, en diffusant votre offre, elle va vous l'expliquer, faire affaire directement, sans passer par la consultante, avec Myriam, parce que votre urgence, c'est de diffuser votre offre et que vous êtes sur quelque chose de très opérationnel et que ce n'est pas le moment de réfléchir à votre stratégie globale. D'où la profil tech, rédaction de l'annonce, présélection des candidats. Ça fait partie de mon job. Excellente transition. Voilà. Alors, c'est à toi, Myriam. C'est à moi. Vous avez 3 solutions quand vous diffusez votre annonce sur apec.fr. Donc, création du compte client et derrière, demande de rédaction d'offre. Donc, soit vous la diffusez en direct. Donc, vous ne passez pas par nous, par nos services, c'est-à-dire appui à la rédaction de l'offre et la deuxième slide, ce sera Sourcing Plus. Donc, soit vous diffusez en direct. Elle est 1 mois sur Internet, renouvelable une fois. Vous avez 48 heures avant un petit mail de relance qui vous dit « Attention, votre annonce va être supprimée sur l'APEC ». Voilà. Deuxième solution, appui à la rédaction de l'offre. Donc là, nous, conseillers et conseillères, intervenons. Pour info, sur le sillon alpin, c'est-à-dire Savoie, Drôme-Ardèche, Isère et Haute-Savoie, nous sommes 4 collaboratrices. Je m'occupe, si possible, en fonction de mes jours de permanence, davantage de la Drôme-Ardèche. Parce que c'est un terrain qu'on connaît bien, on communique sur le terrain, etc. Donc, appui à la rédaction de l'offre. De la même manière, vous créez votre offre d'emploi et vous demandez à être accompagné. Vous sélectionnez un jour et une plage de demi-journée pour être recontacté. Et là, on va analyser plusieurs choses. Donc, on va regarder et valider l'intitulé du poste. Déjà, première chose, mots-clés. On va regarder les missions dans le détail. On va regarder le profil. Donc, le profil, ça va être la formation, l'expérience, les compétences techniques, les compétences comportementales, enfin voilà, les avantages que vous pouvez proposer, l'intéressement, le véhicule de fonction, enfin voilà, il y a tout le package. Et puis à la fin, la présentation de l'entreprise, puisque l'offre d'emploi sur l'APEC, quelle que soit la solution que vous allez choisir, c'est d'abord le descriptif du poste, puis le profil APEC et à la fin la présentation de l'entreprise. C'est pourquoi moi je propose systématiquement une petite phrase d'accroche pour attirer le lecteur avant de rentrer à rattacher à la direction générale, etc. Donc ça c'est ma formule à moi. Je pioche dans l'entreprise au niveau de son site internet, je pioche dans la présentation qui est faite à la fin, parce que parfois il y a des petites suggestions super sympas. Ça c'est l'appui à la rédaction de l'offre. Autre possibilité qui est plus complète, qui comprend l'appui à la rédaction de l'offre, c'est Sourcing Plus, préqualification des candidatures. Donc ça c'est d'une part, donc, comme je le disais, l'appui à la rédaction de l'offre. Ensuite, je reçois les candidatures sur l'offre d'emploi. C'est moi qui les présélectionne en fonction des critères objectifs que l'on aura établis ensemble, notamment dans la partie profil. Donc, ces critères-là, je sélectionne la candidature. Celle que j'ai sélectionnée, je vais appeler le candidat. Je vais valider avec lui 3 critères. Localisation du poste, délai de disponibilité et en 2-3 mots,
l'intérêt pour le poste. Qu'est-ce qui a fait que le candidat est candidaté? Attention, on ne tombe pas dans l'évaluation. Ça, c'est votre job de recruteur. Moi, je m'arrête à des choses factuelles. Une fois que ça c'est fait, je vous transmets la candidature ou pas. Enfin, si, quand j'appelle, c'est que je transmets la candidature. Tout à fait. Et puis, j'y adjoins une synthèse qui va reprendre les éléments dont je vous ai parlé, plus parfois on aborde la rémunération, s'il y a un gros delta entre le désir du candidat et dans l'offre d'emploi, le salaire qui est proposé, est-ce qu'il confirme ou pas sa candidature dans ces cas-là, etc. Il y a, voilà, un peu plus de critères. Autre chose dans la prestation Sourcing Plus, c'est une plongée dans la profil tech. On a plus de 300 000 profils au jour d'aujourd'hui dans notre profil tech. Je fais une requête en fonction des critères pareils que l'on a établis ensemble, donc sous forme de mots-clés, avec la fourchette de salaire, avec la localisation. Bref, j'en extrais, dans ma pratique, en moyenne, c'est une dizaine. Ça peut être 5, 10, voire un peu plus, de profils APEC qui me semblent être intéressants. Je leur envoie un mail personnalisé en leur proposant l'annonce et en leur demandant si c'est possible de m'accorder un court instant pour me donner l'intérêt ou pas qu'ils ont pour le poste. Voilà. Je ne m'arrête pas là. Parfois, suivant le cas de figure, je peux être amenée à donner un petit coup de fil si les gens sont intéressés. Je les appelle, je revalide les 3 critères dont nous avons parlé et j'envoie la synthèse, donc des gens qui auront finalement décidé de postuler à l'annonce. Alors, je présélectionne dans la CVTech. En moyenne, ça va être 5 à 10. Parce qu'en fait, je vais dans le profil, je visualise le profil brièvement. Si je ne trouve pas mes petits, j'ouvre le CV. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais à chaque fois. Je recherche dans le CV les mots-clés. Comme vous, recruteur, quand vous recrutez, vous recherchez dans le CV les mots-clés. La lecture de départ est en principe relativement courte. Je fais le tri, plus, moins, plus, moins. Dans un deuxième temps, enfin voilà, c'est comme ça en principe que ça s'organise. Mais c'est du temps en fait. C'est du temps que vous n'aurez pas à consacrer en fait. Voilà. Hein, c'est un gain de temps, ouais. Tout à fait. Ouais. Et puis du conseil. Et puis voilà, je trouve que par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'analyse du besoin, donc on ne sera pas sur l'analyse du besoin aussi approfondie qu'on pourrait le faire, mais quand même, le simple fait que quelqu'un vous questionne sur vos mots-clés, etc., j'imagine, Myriam, que ça ne vient pas toujours spontanément. Et que le client, tu l'amènes à travailler. Et voilà. Et donc, je pense que là, il y a déjà un effet comment dire, de prise de hauteur et de formulation de critères que vous n'auriez pas formulés spontanément. Et là, il y a un rôle de la part des conseillères en recrutement d'analyse de votre besoin pour vous faire avancer d'un cran et vous mettre au bon endroit sur votre sélection. Et c'est une étape super importante parce que je pense, enfin ça c'est vraiment presque mon obsession, que beaucoup, alors certes tout ce qu'on vous a dit sur la réalité du marché aujourd'hui, mais néanmoins je pense que les erreurs de recrutement ou les difficultés de recrutement, mis à part les questions de tension du marché, elles tiennent beaucoup au fait qu'on se trompe de critères. Et que souvent on est convaincu que c'est telle et telle personne qu'il faudrait avoir dans l'équipe, alors que si on se penche sur la question et qu'on analyse son besoin, on se rend compte qu'on n'est pas sur les bons critères. Et ça me permet d'insister sur une mission de l'APEC. On vous parlait de la mission d'intérêt général tout à l'heure. On a, je ne sais pas si on est une entreprise à mission, mais en tout cas on a une raison d'être, donc on porte des valeurs. Et on a à cœur, on parle beaucoup de mise en relation actuellement à l'APEC, on a à cœur de pousser, on va le dire comme ça, des profils parfois, qui a priori ne correspondent pas forcément aux critères tels que les aurait énoncés le recruteur, mais parce que nous, on a le sentiment que cette personne vaut la peine d'être rencontrée. Attention, je n'ai pas dit qu'on avait analysé les compétences et voilà. On n'est pas cabinet de recrutement. Myriam l'a très bien dit. On va vous aider à analyser votre besoin.
On peut vous proposer des personnes que nous avons accompagnées, par exemple, hein, en l'occurrence Philippe et David à Valence, de façon à vous inciter, pas le micro, de façon à vous inciter à les rencontrer, voilà, et vous faire ce pas de côté que vous n'auriez peut-être pas fait spontanément. C'est très important de sortir de ses habitudes en matière de recrutement. Oui, hein. On est un peu sur la mise en relation. Ouais. Autre chose qui est importante quand vous diffusez votre annonce, c'est le process de recrutement. Là, vous le déclinez justement. Un entretien en physique, un entretien en visio, un entretien avec le DG, un entretien avec le RH et le DG, enfin exactement. Plus, on a une petite rubrique conseil au recrutement. Et je fais, là il y a les slides qui vous ont expliqué ce qu'il en était pour le Haro et le S+. On a une rubrique télétravail. Télétravail totable possible, télétravail ponctuel autorisé, enfin voilà. On a rajouté depuis quelques mois, voire même depuis un an, la formule télétravail. Moi, j'invite systématiquement, en fonction du poste à pourvoir, d'ouvrir les chakras. Donc ça passe ça passe aussi par les profils un petit peu atypiques, parce que oui, de plus en plus, les cadres, je ne parle pas de ceux qui ont 25 ans d'expérience hein, ou 30 ans, mais sinon ceux qui ont une dizaine d'années, oui, ils ont eu plusieurs typologies de postes. Dans les parcours atypiques, il y a justement ces personnes qui ont fait des reconversions, et il y en a de plus en plus. Donc, moi, je suis pour aller vers le recrutement sans CV, mais ça, c'est un autre débat. C'est-à-dire qu'il va falloir regarder autre chose. Ouais. Donc, en conclusion, on vous a mis nos coordonnées, parce que nous, on est là. Hein? Pour nous aider. Pour voilà. les aider. Et on est là, il n'y a aucun souci. Quand on ne sait pas faire, on vous le dit. Donc ça, voilà, on n'a rien à vendre à l'APEC, vous nous avez déjà payé. Donc on essaiera de vous aider au mieux. Et quand on ne sait pas faire, on essaye de vous orienter vers des structures locales. Moi, je suis en train de développer pas mal de réseaux dans la région. Et puis on communique toutes les deux. Donc on est vraiment à votre disposition. Vous avez nos coordonnées. Et ça, je crois qu'on l'a bien compris. Et vraiment, c'était très intéressant. Et je vous remercie beaucoup pour cette Merci à vous. Et j'espère que ça aura été utile à tous ceux qui nous écoutent. En tout cas, nous, on vous Très remercie bien. pour l'invitation. On était ravis. Voilà. Bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.